Bonjour très chers auditeurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Marc Wolf. Donc Marc, pour commencer, explique-nous un peu depuis combien de temps tu diriges l'entreprise, ce que vous y faites et ce que toi tu y fais. Alors écoute, merci de m'accueillir déjà. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 2004. J'ai créé une première ESN que j'ai revendue en 2020, avant le Covid. Et en même temps, j'avais créé d'autres entreprises, dont celle que je dirige actuellement, qui sont au nombre de deux. Websy, une ESN classique, mais d'expertise, et Strato, un éditeur de logiciels français en SaaS. D'accord. Et pourquoi ces domaines-là en particulier? Moi, je suis tombé par hasard dans un domaine qui m'a passionné, qui est la gestion du document numérique, D'accord. ce qu'on appelle l'ingénierie documentaire, la GED, le workflow, l'éditique, la dématérialisation, la numérisation. Et en fait, c'est un secteur que j'ai adoré tout de suite. Et je pensais vraiment que dès 2004, que 5 ans plus tard, tout serait joué, quoi, en fait, hein, que Ouais. toutes les entreprises seraient équipées et que ce serait que c'était maintenant que ça se passait, quoi. Donc, je trouvais ça follement excitant. Et en fait, 20 ans plus tard, tout le monde n'est pas encore équipé, il reste encore beaucoup à faire. Et voilà. Au début, j'ai créé ça sous l'angle d'un intégrateur de technologies plutôt américaines, des Ouais. grosses technologies de gestion électronique des documents, OpenText, Documentum, SharePoint même, et Microsoft. Et puis, euh, l'idée est venue petit à petit de créer Strato pour faire bénéficier uniquement de l'archivage en mode archivage as a service, produit par une équipe d'experts sur de la longue durée, ultra mutualisé en termes d'équipement et aussi de Green IT en fait. Et voilà, pour faire Strato, on est parti de la norme la plus exigeante et on a créé un produit from scratch qui illustre le fonctionnement de la norme. Donc forcément, pour le faire certifier, ça n'a pas été trop dur après derrière, Ouais, vu que forcément. Ouais. c'était le cahier des charges direct. Et voilà, et on s'en sert pour sécuriser, dérisquer les entreprises qui nous font confiance en prenant tout type de documents qu'elles doivent conserver pour une durée réglementaire Mhm. ou légale, et en lui assurant deux choses, l'intégrité des documents et surtout la conformité, c'est-à-dire que nous, on prend plein d'informations sur qui a déposé le document, quand et comment, et D'accord. qui accède au document sur toute sa vie en lecture. Donc en fait, quand tu nous confies les documents, la chose qui est incroyable, c'est qu'on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les corrompre, on ne peut pas les perdre. Ils sont arrivés à une date bien précise, à une heure bien précise, et et voilà, ils sont irrépudiables pour toute la période. Et à la fin de la période, quand tu veux t'en débarrasser, ben, tu nous demandes de le faire parce que c'est un geste technique qui ne peut pas être fait comme ça par hasard. D'accord. Donc, et on peut le faire. Voilà. D'accord. Et dans 10 ans, 20 ans, parce qu'il y a des il y a des délais de conservation qui peuvent être extrêmement longs. Ouais, Donc, on archive entre 3 et 30 ans pour l'instant, mais on pourrait d'accord. avoir des clients qui nous demandent 50 ans. Les bulletins de salaire, par exemple, c'est 50 ans. Euh, En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est pourquoi être devenu opérateur de conservation des documents sur des Ouais. longues périodes comme ça. C'est parce que ces périodes ne sont pas compatibles avec la stabilité d'une équipe informatique et la Mhm. stabilité d'une équipe qui aurait une GED à entretenir ou un archivage à entretenir sur toute la période, en fait. Ouais. Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, les entreprises, quand elles s'embarquent sur une conservation aussi longue, elles ne peuvent pas le faire avec une équipe interne. C'est pas possible, en fait. Et puis, quand elles le font avec une équipe interne, très régulièrement, elles ont des infrastructures informatiques à faire évoluer, à changer, à migrer, à upseller, à upgrader. Donc, du coup, tout le temps, elles ont des variations de budget, Ouais. des choses qui sont pas stables dans le temps. Alors que quand tu es opérateur, au final, tu n'as qu'un seul but, c'est de tenir la mission de conservation de tous les flux de tes clients. Donc ta seule activité, en fait, c'est de réunir les experts, la production informatique qui va bien pour tenir la promesse. Donc, du coup, ça m'est apparu comme extrêmement clair, quoi, en fait, hein. Euh, il fallait devenir opérateur de tiers archivage numérique à valeur probante. C'est notre C'est joli. définition la plus complète. Elle est un peu longue à sortir en dîner en ville, mais globalement, ça dit bien ce que ça veut dire.
on prend la responsabilité de conserver avec intégrité, fidélité et traçabilité totale les documents que les clients nous confient. D'accord, excellent. Et donc maintenant, pour revenir un peu plus sur toi, dans toute cette aventure entrepreneuriale depuis ta première entreprise jusqu'à maintenant, quel a été ton plus gros succès? Ce que toi, en tant que personne, tu considères comme plus gros succès. J'ai été extrêmement fier de la boîte de services que j'ai créée et que j'ai développée pendant quasiment 16 ans et que j'ai revendu. Ben, c'était un milestone important. J'étais très très fier de cette réussite de 0 à 220 personnes. Donc c'est incroyable, hein. Il y a des clients qui te font confiance, il y a des collaborateurs qui te font confiance, il y a Mm. des collaborateurs que tu as vu grandir, se marier, avoir des enfants, divorcer. Voilà, voilà. Et ça, c'est une grande fierté. Mais paradoxalement, l'entreprise dont je suis le plus fier, c'est l'entreprise d'édition logicielle Strato dont je viens de parler. Pourquoi? Bien parce que quand tu décides de créer une offre logicielle, tu n'es sûr que d'une seule chose, c'est que tu vas dépenser ou investir de l'argent. Mm. Tu n'es pas du tout sûr d'obtenir un résultat probant, un résultat efficace, un résultat vendable. Tu n'es pas sûr de rencontrer ton marché. Ouais. Et donc, la beauté, c'est d'avoir réuni une petite équipe, puis de l'avoir fait grandir un peu et d'avoir réussi à produire une vraie solution logicielle dont nous avons la propriété intellectuelle, qui est opérée, qui ne doit rien à personne, et d'avoir réussi à convaincre, bon an, mal an, des clients de venir dessus et d'être heureux avec. Mhm. Ma plus grande ré- Ce que je considère hors sphère privée comme ma plus grande réussite professionnelle, c'est vraiment cette création de Strato qui permet véritablement de tenir une mission de très longue durée pour les clients. Et la longue durée, c'est dans l'époque actuelle où tout le monde vise de la levée de fonds court terme, des explosions de chiffre d'affaires court terme, des choses comme, enfin, des instabilités Ouais, financières ouais. pour croître plus vite et tout ça. Moi, je passe mon temps à expliquer qu'on est là pour longtemps, qu'il faut nous faire confiance, que de toute façon, si le client nous fait plus confiance, ben, il peut repartir parce qu'on lui doit la réversibilité et qu'on la tiendra. Et que voilà, il faut vraiment être dans une démarche d'éditeurs de longue durée, d'éditeurs dans la confiance. Voilà. Mes deux paris avec l'équipe, hein, c'est d'ailleurs une extraordinaire stabilité des prix. On s'engage sur 10 ans de stabilité des prix en D'accord. SaaS, ce qui n'existe pas, hein. Ouais, ouais, ouais. On va demander à mes confrères américains de s'engager sur même 2 ou 3 ans, hein, c'est le bout du monde. Mais 10 ans par contrat, ça n'existe pas. Et puis, on l'explique dès le premier rendez-vous aux prospects. On est là pour longtemps avec eux. Donc, globalement, ce qui nous intéresse, c'est pas que de leur faire une vente rapide. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aient bien compris ce qu'ils achetaient comme service Mm. et que donc, qu'ils comprennent bien qu'ils vont progressivement nous confier tout leur flux à sécuriser parce qu'on est sympa, parce qu'on a une super qualité de service, parce qu'on fait le petit geste qui va bien pour faire une intégration parfaite et qu'on est très stable dans notre approche budgétaire. Mm. Donc, pourquoi tu partirais si tu as exactement le service que tu as acheté et qu'il est dans les coûts que tu as déterminés avec nous? Donc, globalement, c'est une aventure de ultra, ultra, ultra longue durée. Parfois, j'ai l'impression d'avoir fait la SNCF, quoi, d'avoir posé des rails et, euh, et de me dire que dans 100 ans, ils seront encore là, ce qui est très présomptueux quand on parle d'informatique, vu que ça n'existait pas il y a 70 ans. Mais globalement, voilà. Et d'ailleurs, j'aime pas trop parler d'informatique, même si on a un cahier des charges incroyable. C'est pas de l'informatique, c'est de la sécurité, de la résilience, de la Ouais. mémoire. Faut l'aborder comme ça. Oui, Je l'informatique demande n'est pas, qu'un outil. ouais, je demande pas à ce que mes clients comprennent tout ce qu'on fait pour eux, mais le luxe de détails, le luxe de normes, le luxe de sécurité qu'on met en œuvre pour eux n'a qu'un seul but. Leur tranquillité d'esprit, leur sécurité, leur traçabilité, le fait qu'ils soient sûrs de retrouver leurs petits quand ils ont besoin de les retrouver. Mm. Alors pour revenir un peu sur ta première boutique que tu as dit avoir vendue, parce qu'on m'a posé cette question une fois, moi ça m'avait perturbé. Et est-ce que tu l'avais créée pour la pérennité ou pour la revendre, comme tu l'as revendue?
Euh, je pense que, enfin, il y a des gens qui savent d'entrée de jeu comment ils vont le faire, où ils vont le faire, Ouais, pour combien de temps ils vont le faire. Moi, je ne savais pas du tout. d'accord. Je ne savais pas du tout si ça allait être un truc qui allait durer 2 ans ou se planter et que j'allais devoir repartir commercial pour quelqu'un. J'en savais rien. Hmm, En l'occurrence, ça a marché vite, assez fort et globalement, il y a un moment, est-ce que tu te poses la question de savoir est-ce que la phase d'après, c'est toi encore ou pas. Et c'est toi qui es le frein ou l'accélérateur. Tu te poses aussi la question de la création de valeur aussi, hein, il faut parler franchement. Et j'avais à m'associer là-dessus, donc on a pris la décision d'arrêter, mhm. de vendre. Et c'est une décision que j'ai jamais regrettée en fait. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et là, pareil, tu as créé des sociétés pour leur pérennité, pas dans l'idée de... Non, mais alors oui, alors après, voilà, moi j'ai un copain, il est meunier, donc il y a 10 000 ans, on écrasait déjà du blé pour faire de la farine. Donc lui, il est dans une entreprise familiale multigénérationnelle Ouais, et son envie, c'est de transmettre à ses enfants qui ouais, transmettront à leurs petits-enfants et ainsi de suite. Nous, on est dans l'informatique, quoi. Enfin, le business model de la SS2I, c'est Serge Kempf qui l'a créé avec Pasquier dans les années 70, quoi. Les années 70, c'est quand je suis né, quoi, en fait. Donc, c'est difficile de se dire que on peut viser des durées de vie séculaires dans une industrie ouais, qui est aussi récente. ouais. En revanche, et sans schizophrénie dans la réponse, je pense que l'archivage est quelque chose qui va muter plusieurs fois, mais qui donne un rapport au temps qui est par essence très longue durée. Voilà. Ouais. Même si, encore une fois, et j'y tiens beaucoup, les clients peuvent partir quand ils le souhaitent, en fait. Hmm. On assure pour eux une délégation de service, mais ils sont jamais prisonniers, quoi. Et ça, c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, les directions achats et les clients devraient plus souvent regarder avant d'acheter une techno, leur capacité ou pas à quitter cette techno et Ouais, facilement ou difficilement, ouais. ou leur impossibilité à quitter une techno. Ça les aiderait à comprendre un peu les contrats qu'ils signent et les engagements qu'ils prennent pour la société. Voilà. Hmm. Ouais, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais si, 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 globalement, si, si, si. voilà. Après, je peux comprendre qu'on monte des sociétés avec un but d'accélération parce qu'on a vu un marché, on ne sait pas si le marché va être de très longue durée et on y met des moyens pour que ce soit très rapide et la finalité, c'est de la revendre dès qu'elle a une certaine taille. Je n'ai aucune critique à adresser là-dessus. Ah non, pas du tout, hein, bien sûr. Mais globalement, euh, moi, ça n'a jamais été le critère. Le critère, c'était l'aventure. Bah, déjà, quand tu es créateur de ta première société, déjà, t'es ravi de savoir qu'elle a déjà un peu de succès. T'es ravi de voir qu'il y a des gens qui te font confiance, qui te suivent. T'imagines, quoi, les premiers gars qui signent un CDI avec une boîte qui est sous-financée, il n'y a personne, il y a la peine de bureau. Il faut vraiment avoir la foi, quoi, en fait, Ah, ou c'est clair. l'insouciance. Enfin, t'appelles ça comme tu veux, mais donc tendresse particulière aux premiers clients, aux premiers collaborateurs, à ceux qui font confiance, alors que c'est qu'une promesse, pas forcément toujours très bien définie d'ailleurs. Hmm. Mais, euh, mais voilà. Euh, je pense, voilà, je sais pas comment réfléchissent les autres, ça m'intéresse assez peu. Mais moi, je me suis jamais mis de temporalité en tête, sauf sur Strato, où là, je me dis, tu dois aller loin avec ce truc, Et oui, loin en termes de temps, et que si on a bien bossé, évidemment, il y aura une vie après moi sur cette boutique, il y aura un encours qui va hmm, me dépasser allègrement. Voilà. hmm. Intéressant, merci. Et bon, on va passer un peu du côté un peu moins drôle. Les... quel a été ton plus gros échec ou moment douloureux dans cette vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise? Et qu'est-ce que tu as pu en retirer? Je sais pas s'il y a vraiment
Je sais qu'actuellement, on est dans la culture de l'échec apprenant qui valorise un parcours et qui permet de découvrir des choses, voilà. Alors, des erreurs et des échecs tactiques au fil de l'eau, on en a eu plein, Mm. hein. J'ai quand même réussi à créer une filiale pour faire du Salesforce, qui est la seule filiale de France sur Salesforce qui a jamais marché. Donc, D'accord. c'est quand même un exploit, quoi, il y a 4 5 ans, dans le meilleur marché possible et imaginable sur la prestation de service Salesforce, on monte un truc, on le monte à l'envers, on n'a pas les bons collaborateurs, on n'a pas de clients, ça marche pas, quoi. Enfin, Ah oui, il y avait tout qui était réuni pour que ça marche pas. ouais, enfin, où il y avait tout qui était réuni. Enfin, il y aurait pu y avoir, enfin, il y avait vraiment un marché qui demandait que ça marchait pour tout le monde, sauf pour nous. Voilà, donc, est-ce que c'est. Alors, de toute façon, tu n'entreprends pas si tu es sûr enfin, évidemment qu'il y a de l'aléa, évidemment qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Euh, je ne sais pas si c'est mon pire échec, mais globalement, c'est celui qui me revient en tête parce que c'est pas possible de ne pas réussir, quoi. Enfin, il y a Ouais. tout qui est aligné et bah non, il manque le principal. On n'a pas d'équipe. On ne trouve pas les gens, on ne trouve pas les clients, on ne trouve pas la grinta qui fait que même ça décolle, hein. Ça- C'était encéphalogramme plat du début jusqu'à la fin avec juste de la perte de salaire versée pour rien, quoi, tu vois. Donc, D'accord. voilà, il faut. C'est marrant, mais je ne sais pas s'il y a une histoire là-dessus, mais le scénario joué d'avance, souvent, c'est pas celui qui. Le gardien est plus dans la cage, t'as plus qu'à pousser la balle d'un plat du pied et tu arrives à louper la cage, quoi. Donc, voilà. Ouais, ça arrive. T'as fait un commentaire qui était vachement intéressant. Tu as dit, si tu t'entreprends pas, tu n'entreprends pas si tu es sûr. Je trouve ça génial. Bah ouais, alors peut-être qu'il y a des gens qui, en entreprenant, ils savent exactement que ça va marcher parce qu'ils ont déjà les clients, enfin, ils ont Hmm. tout câblé et que c'est une évidence qu'il faut qu'ils déclenchent. C'était pas le cas dans toutes mes entreprises en fait. Voilà. Alors évidemment, tu essaies de te dérisquer, tu essaies de prendre des Bien sûr. certitudes ou d'étudier un peu ce que tes clients auraient envie de t'acheter. Enfin bon, entre l'envie exprimée et la réalité, les carnets de commandes, il y a un petit écart. Ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, Après, l'autre chose, c'est que le fait de travailler un peu en écosystème, c'est toujours quelque chose qui est assez agréable. Alors, ça demande un peu de coordination, mais au final, moi, j'ai la chance d'avoir des super. Bon, moi, j'ai 48 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de l'IT. Et j'ai un écosystème, donc j'ai des gens qui m'appellent, qui me rendent des services, à qui je rends des services, Mhm. euh, on réussit jamais totalement seul, Ouais, d'accord. Ouais. mais c'est agréable, voilà, quitte à prendre de l'âge et à perdre ses cheveux, hein, c'est agréable d'avoir aussi une communauté qui bosse, des clients qui savent la qualité depuis longtemps et qui restent fidèles, des nouveaux clients qu'il faut toujours trouver et faire grandir. Ouais. Et voilà. Et puis, voilà, il y a d'autres défis, hein. Les générations de collaborateurs d'il y a 25 ans et de maintenant sont assez différentes, hein. Elles sont pas ni pires ni meilleures, elles sont Tout à fait, ouais. différentes, quoi. Donc, faut s'adapter. C'est un challenge. Il faut renouveler ses clients aussi, hein. Il y a des clients qu'on adore qui partent à la retraite, qui malheureusement décèdent parfois. Il y a des jeunes qui ont poussé fort et qui deviennent en charge et responsables. Donc, il faut se faire connaître de ces plus jeunes qui ont pris des responsabilités, qui deviennent nos clients. Il y a un cycle, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est plutôt agréable et c'est plutôt rafraîchissant de voir qu'on n'est pas justement sur des rails et qu'il y a toujours des choses un peu à remettre en question. Ouais, ouais. Et est-ce que l'entreprise elle-même se remet en question? Parce que l'archivage, donc vous assurez cette pérennité, cette sécurité. Mm. Est-ce que vous avez quand même des besoins de remise en question ou de changement de direction?
enfin, on est en Europe, on est en France, il y a tout le temps des pressions réglementaires Ouais. différentes, il y a tout le temps des nouvelles normes à adapter et tout ça. Donc, comme je te l'avais décrit, moi j'avais ciblé la norme la plus exigeante de l'époque, qui était la NF 461 de l'AFNOR. C'est une norme un peu spéciale, française, mais hybride, avec un bout d'international, un bout de français à l'intérieur. Et c'est génial, et c'est un beau cadre, et c'est toujours un très beau cadre. L'Europe arrive avec une nouvelle norme qui s'appelle EIDAS V2. EIDAS V1, ça a réglé les signatures électroniques, et EIDAS Mhm. V2, ça règle plein de domaines, dont l'archivage électronique de documents, dans un cadre commun européen. Donc on a vraiment hâte et on suit les discussions à l'Europe là-dessus, parce que globalement, ça va permettre un cadre interopérable européen. Donc on pourra plus se voir rétorquer qu'on est en norme française alors qu'on est en Espagne, ou en Mhm. norme allemande quand on veut venir en Belgique. Donc voilà. Donc bien sûr, on doit suivre ça, mais fondamentalement, les bases jetées, notamment logiciels et process, resteront les mêmes. D'accord. On a bien travaillé, on a bien respecté ça. C'est Il n'y a pas de il n'y a pas de gros changements, si ce n'est que voilà, il y a toujours un peu le normatif qui arrive en surcouche. Mhm. Et il faut bien qu'on s'adapte à ça, parce que les clients vont nous le demander. Donc NIS 2, actuellement, pardon. DORA, ce sont des normes qui arrivent aussi, hein. Donc NIS 2, c'est sur la résilience. DORA, c'est la sur-résilience des sous-traitants du domaine financier. Bon, ça va être très exigeant, quoi, hein. Et puis ça ruisselle sur tout le tissu de fournisseurs des grandes entreprises, des grandes et des moyennes, et bientôt des petites entreprises. D'accord. Parce que les menaces sont là aussi, hein. C'est pas moi qui ai créé les ransomware, les cryptolockers. Mhm. Tous les jours, tout le journal, et tu as des boîtes qui sont paralysées, qui ont tout perdu contre une rançon, et même en payant, elles ne sont pas sûres de récupérer. Bon, bah, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas l'arme absolue, mais il est rare que et tout le SI d'un client tombe, et que nous, on tombe en même temps. Ouais. Donc, on répartit les œufs dans différents paniers, et ça Mhm. permet d'être un peu plus résilient face à une mauvaise nouvelle dont la question n'est pas tellement quand, si, mais la question est plutôt quand. Euh, Ouais. Quand ça va arriver, quoi. C'est pas si ça va arriver. Ouais. Et donc, sur la base de toutes ces normes, tu as fait un commentaire justement sur l'Espagne, par exemple, la Belgique. Actuellement, vous avez une clientèle essentiellement française ou vous avez... Ouais. Ouais, franco-française. Bah, en fait, comme on est autofinancé, qu'on n'a pas levé de fonds, qu'on n'a pas d'endettement, ouais, c'est un autre truc aussi de la boîte. euh, on pense que pour tenir notamment la stabilité des prix et des engagements forts avec les clients, c'est pas mal d'être indépendant des financiers, des banques, Ouais. tout ça. Ouais. Donc voilà. Après, c'est plus lent, hein. Tu crames pas, t'as pas du pognon à cramer pour ouvrir des boîtes partout en Europe et tout ça, mais encore une fois. C'est pas l'apologie de la lenteur, mais c'est l'apologie aussi de la construction, quoi. On ira forcément rayonner un peu en dehors du marché franco-français, qui est l'essentiel de notre marché à l'heure actuelle. Mhm. Et on a des clients français, mais qui sont à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Donc, D'accord. on a prouvé par A plus B qu'on savait faire de la très longue distance, c'est pas le problème. Maintenant, la phase qu'on avait, c'est il y a 4 millions d'entreprises en France, tu vois. Nous, on en a 50. Il y a de la euh, marge. il y a de la marge, quoi, en fait, hein. On n'est pas obligé d'aller. Voilà. Mais on a quand même quelques clients qui ont des entités un peu en dehors de France, en Belgique, en Angleterre. Euh, mais dans ce cas-là, c'est plus la sécurité qu'ils viennent chercher plutôt que la norme française. D'accord. Voilà. D'accord. Excellent. Alors, quel serait le conseil ou la pensée profonde que tu as envie de laisser dans l'esprit des auditeurs pour aujourd'hui? Pensée profonde, c'est pas facile à dire. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais si on sent vraiment qu'on a envie de le devenir, peu importe ce qu'on entreprend, hein, après tout, que ce soit une boîte de plomberie avec deux ouvriers, ou Mhm. une boîte d'informatique avec 200, il faut essayer, quoi, en fait. Euh, il faut essayer pour pas avoir le regret, et il faut essayer assez jeune, en fait.
Parce que quand on est jeune, on n'a pas encore de charge de famille, on n'a pas de charge financière importante. On peut prendre, entre guillemets, le risque de réussir en étant plus flex et plus détendu que Mm. quand on doit quitter. Voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui deviennent entrepreneurs à 40 ans et qui quittent un gros salaire, qui ont encore le Ouais, crédit de la maison, les études des enfants à financer et que, enfin voilà quoi, c'est waouh. C'est, Moi, je me suis lancé, j'avais 26 ans et globalement, j'avais rien de ces charges-là, quoi, en fait. Donc, ouais, ouais. encore une fois, ça n'aurait pas marché. Je retournais travailler fort de mon expérience ratée Mm. pour quelqu'un d'autre, quoi. Et ça n'aurait pas été un drame. Ouais, ouais. Voilà. Donc, grosso modo, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais ceux qui ont vraiment, qui sentent vraiment qu'ils ont envie de le faire. Et l'argent ne peut pas être la seule motivation. L'argent, c'est plus une conséquence Ouais. qu'un but en soi. Après, je critique pas ceux dont la plus grande motivation est celle-là, mais globalement, euh, je pense qu'il y a des joies, il y a des joies, des emmerdes et un rythme de vie, un style de vie qui est différent entre l'entrepreneur et le salarié. Et on peut être heureux selon son tempérament avec l'un ou avec l'autre, ou Absolument. alternativement. Mais globalement, si on sent qu'on peut faire quelque chose, il faut le faire, quoi, en fait, hein. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Il y a plein d'espaces inconnus, il y a plein de choses à créer. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir l'idée géniale. Moi, j'ai cherché l'idée géniale longtemps, je l'ai jamais eu. Voilà. Mm. Donc, il y a un moment, tu dois bien, tu as envie d'y aller, tu y vas et tu adaptes un modèle que tu as vu fonctionner pour d'autres. Et ça le fait pas, ça le fait très bien. Voilà. Euh, et une deuxième pensée profonde, si tu me permets. Ah, mais je t'en prie. Euh, on est, euh, on est beaucoup depuis 20 ans dans le culte de la start-up, c'est-à-dire de la boîte qui doit absolument aller très très vite et cramer Mm. beaucoup de pognon et qui n'est pas le sien, avec des gens qui, dès qu'ils font le chèque, ils savent qu'ils ont tout perdu et qu'éventuellement ça va faire des millions de milliards si ça réussit. Euh, il n'y a pas que ces modèles fortement déséquilibrés financièrement qui nécessitent de la perfusion régulière pour continuer à vivre, Mm. qui existent. Si je reprends l'image du plombier ou de l'électricien, il ne va pas lever de l'argent sur un format startup et il va devoir être rentable assez vite, il va devoir régler sa position de cash, se faire payer des avaloirs avant, pouvoir payer ses salariés, ses charges sociales, machin. Donc, et c'est un entrepreneur, hein, c'est Ah, pas un mais totalement, entrepreneur totalement. moins bien ou mieux que d'autres, hein, mais c'est juste que on est trop dans le culte du modèle déséquilibré fortement financier. Euh, il y a plein de modèles d'entreprise normaux où on y va progressivement avec l'argent qu'on a gagné Mm. et en construisant, alors plus lentement, hein, c'est sûr, mais parfois plus sereinement aussi, quoi. Ouais, peut-être de manière plus stable. Ouais. Excellent. Merci. Donc, Marc, si les gens ont envie de continuer cette conversation avec toi ou d'en savoir plus sur ce que tu fais, comment est-ce qu'ils peuvent te trouver? Où peuvent-ils te trouver, pardon? Eh ben, sur le marché de Rungis, non, Ça, c'est la troisième non, activité. non, bah, facilement, hein, strato.com, strato.com, ou sur LinkedIn, j'ai une assez forte communauté. Communauté, c'est un bien grand mot pour LinkedIn. Disons que voilà, je suis facilement trouvable, marc.wolf avec deux F à Wolf. Et globalement, moi j'aime tous les types de conversations en fait. Après, j'y accorde pas forcément la durée ou la récurrence qu'il faut parce que mon temps n'est pas infini. Bien sûr. Mais très régulièrement, je discute avec des aspirants entrepreneurs, des collaborateurs qui hésitent à devenir freelance ou très, très intéressant ce point de bascule d'ailleurs entre est-ce qu'on est vraiment entrepreneur quand on est freelance ou pas. Mais on en reparlera dans un autre moment. Voilà. Avec plaisir. Bah, Marc, un immense merci pour ton temps. C'est qu'il est précieux et, et pour cet échange qui était magnifique. Donc, encore une fois, mille merci et à très bientôt. Merci Thomas. À bientôt. Salut.